Bonjour à tous. Donc, on attend que tout le monde se joigne à notre événement de lancement de la communauté de pratique accès et utilisation des données. Bonjour. Donc là, déjà, plus de 100 participants. Merci d'être aujourd'hui, vendredi matin, tous très nombreux. Bonjour Elie. Eh bien, je vous proposerai de commencer. On est vraiment très, très heureux de vous voir présents. Et pour cet événement de lancement de la communauté de pratique accès et utilisation des données en santé. On a préparé cette séance du vendredi matin pour 1 heure de présentation, mais surtout d'échanges, de suggestions, de propositions de votre part, afin de faire de cette communauté vraiment une initiative très collaborative, participative, ouverte, au-delà de Montréal, puisqu'on est surreprésenté ici de Montréal, mais vraiment à travers la province pour faciliter l'accès et la valorisation des données en santé et services sociaux. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, on vous a préparé une présentation, puisque c'est un peu l'intuition de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Très bien. Donc, normalement, si vous ne voyez pas, vous me direz. Donc, voici en fait le lancement aujourd'hui 10 décembre. Et on voulait vous présenter aujourd'hui certains aspects, mais surtout laisser une belle place pour l'échange, les suggestions, les commentaires. Et donc, vous allez voir, il y aura une grande partie où on pourra un petit peu communiquer autour de ce qu'on a présenté, mais aussi autour de vos propositions. Donc, on vous présentera un peu l'équipe des organisateurs. On aime bien s'appeler les initiateurs parce qu'on lance quelque chose et on voudrait que tout le monde puisse se l'approprier. On va vous dire finalement pourquoi une nouvelle communauté, quelle est un peu notre intuition aujourd'hui à travers ce lancement. On va vouloir vous présenter aussi la communauté à travers un tour d'horizon de la plateforme numérique qu'on a choisie pour l'organiser, c'est-à-dire Slack. Vous présenter quelques-unes des activités principales qui pourraient orienter nos actions dans la communauté de pratique. Et on voudrait aussi vous parler de l'animation de la communauté, la manière dont on voudrait la voir vivre, où on proposerait des choses finalement pour animer les différents volets qu'on va vous présenter. Et à la fin, on pourra réagir sur des questions, des suggestions de votre part. Toute proposition sera bien sûr la bienvenue. Donc, on va vous parler un peu de nous, des organisations qu'on représente aujourd'hui pour avoir lancé cette communauté de pratique. Donc, vous le savez, je suis la coordinatrice de l'initiative Accès aux données de la Table nationale des directeurs de la recherche. Donc, je voulais parler un petit peu de cette initiative. Alors, la TNDR sont 25 établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui sont organisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et donc, on a plusieurs initiatives structurantes dans la Table nationale des directeurs de la recherche. Et l'une de ces initiatives, c'est l'initiative Accès aux données. Donc, favoriser l'accès, mais aussi la valorisation, l'échange des données de santé. Depuis 2018, cette initiative a plusieurs volets, avec un objectif majeur, c'est d'accroître la capacité de recherche et de génération de nouvelles connaissances. Donc, en organisant et en facilitant le traitement des données de santé et de services sociaux ancrées dans les communautés et pour favoriser aussi l'acceptabilité sociale de toute cette valorisation. Cette initiative, depuis 2018, elle est coordonnée par le Centre de recherche du CHUM et le Fonds de recherche du Québec en santé, donc à travers le leadership de Vincent Poitou et Carole Jabet. Donc, je suis la coordinatrice de cette initiative depuis 2021, c'est récent, mais nous travaillons justement dans ces aspects de structuration, de gouvernance des données avec Fonds de recherche du Québec Santé et du CHU. Donc là, je laisserai maintenant la parole à Pascal pour présenter le consortium santé numérique et l'équipe de soutien. Oui, merci Cécile. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le consortium a pour but d'assurer une coordination au niveau des initiatives numériques à l'Université de Montréal. Et ça, c'est pour tous les membres du consortium. Donc, ça inclut les centres hospitaliers, les centres de recherche, donc tous les membres qui sont engagés en santé numérique. Donc, on veut accroître le potentiel de recherche en santé dans l'écosystème et assurer que l'impact va se faire sentir chez tous les membres, donc le partage de connaissances. Et on parle de santé, on ne parle pas juste de santé humaine, on parle aussi de santé animale et environnementale, donc le contexte une seule santé.
l'équipe dont je fais partie, c'est l'ESSN, l'équipe soutien conseil. On est là pour soutenir le développement et la mise en œuvre de projets qui utilisent, entre autres, des données massives. Et on veut favoriser le partage de connaissances et de savoir-faire. Donc, notre équipe, soutien conseil, on fait des consultations sur demande et on fait des recommandations sur divers thèmes qui sont reliés à des transformations numériques. On a énoncé ici quelques thèmes, là, donc gestion et accès aux données, gouvernance, infrastructure de stockage de données, par exemple. Donc, on peut passer à la prochaine slide. C'est dans le contexte vraiment de partage de connaissances qu'on s'est joint à Cécile pour initier la communauté de pratique. Et donc, mes collègues et moi-même, on est vraiment engagés, puis on veut animer cette communauté de pratique avec Cécile Petitcamp. Merci Bakel. Donc c'est une belle équipe, ce qu'on voulait aussi dire, c'est très multidisciplinaire, hein, plutôt avec des aspects vraiment d'expertise de la part de l'équipe soutien en stockage, valorisation, organisation et structuration des données, que je dois avouer pour moi est quand même lointain de mes compétences. Et je complète plus avec le volet gouvernance, gestion. Donc c'est aussi l'idée, c'est de mettre ensemble des expertises très complémentaires dans le cadre de la valorisation des données de santé. Alors, pourquoi une communauté de pratique? Pourquoi une nouvelle communauté? L'ambition des prochaines slides, c'est vraiment d'essayer de trouver ce qui nous a animés autour de cette organisation. Alors, vous le savez, on traverse une période de grands changements en ce qui a trait aux renseignements de santé et de services sociaux, à leur valorisation, organisation. On voit des initiatives émerger tout le temps. Les données sont toujours au centre des discours. Qu'on parle d'innovation, d'intelligence artificielle, d'échange de connaissances, de recherche. Et donc, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mais aussi, on a vu, il y a vraiment des évolutions très rapides au niveau légal, éthique. Puis là, je voudrais retracer un peu les projets de loi qui ont été annoncés puis adoptés pour la plupart ces derniers mois. Donc, le projet de loi 95, donc adopté, a été présenté par le secrétaire du Conseil du Trésor. Et c'est une loi qui, en fait, vise à modifier la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. En fait, ça touche les données numériques ou non numériques et ça vient faciliter la mobilisation de ces ressources informationnelles à travers les organismes publics et les entreprises du gouvernement. Concrètement, c'est favoriser la mobilisation, mais favoriser aussi la protection. Et on impose maintenant à ces organismes publics et entreprises du gouvernement de nouvelles bonnes pratiques, même si elles en avaient, à renforcer la cybersécurité et la protection de ces ressources. Adopté, ce projet de loi a été suivi d'un autre projet de loi, le projet de loi 82, qui touche des dispositions du budget, mais dont le chapitre 13, en fait, a trait à la loi sur l'Institut statistique du Québec. Et ça touche vraiment les chercheurs, les utilisateurs de données qui ont besoin des bases de données qui sont gérées par l'Institut statistique du Québec, puisque maintenant, l'Institut n'a plus besoin de requérir pour plusieurs types de renseignements l'autorisation de la Commission d'accès à l'information, donc la CAI. Et donc, il y a d'autres dispositions aussi autour de l'utilisation des renseignements qui sont désignés par les ministères, qui pourront être gérés par l'IRSQ directement. Et donc, ce qu'on a là, quand même, c'est des modifications qui viennent affecter l'accès aux données pour la recherche. Un autre projet de loi adopté lui aussi en septembre 2021, là, a beaucoup d'implications, non seulement pour les organismes publics, mais aussi pour les organismes privés. Mais en fait, ça vient imposer de nouvelles pratiques de gouvernance où on va devoir nommer des gestionnaires responsables de la protection des renseignements personnels. On va devoir mettre en œuvre de nouvelles pratiques et procédures sur nos politiques de gestion des données dans les établissements. Donc, on voit là qu'il y a de nouvelles, on pourrait dire d'obligations, mais finalement, en fait, ces nouvelles pratiques de reddition de comptes, de vigilance en ce qui concerne la protection des renseignements personnels et notamment de santé. Et là, un dernier projet de loi a été déposé par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui concerne très spécifiquement les renseignements de santé et de services sociaux. Donc, c'est une affaire de quelques jours et si vous avez déjà pris connaissance, il est très prometteur pour favoriser la valorisation des renseignements de santé, la protection aussi, en favorisant l'échange entre les établissements, la visualisation par les patients aussi, l'accès pour la recherche qui est facilité puisqu'on peut maintenant, en tant que chercheur toqué à une seule porte, que ce soit un centre d'accès à la recherche
si on a un chercheur non affilié à une organisation de santé ou l'établissement lui-même pour pouvoir avoir les jeux de données. Donc, c'est extrêmement prometteur. Ça va être discuté en commission parlementaire. Puis, la communauté va aussi pouvoir prendre connaissance de tous ces impacts et finalement faire des propositions, des suggestions, donner des éclaircissements sur certaines dispositions. Donc, c'est là aussi qu'on doit nager dans cette incertitude, mais en même temps décider ensemble des principes qui peuvent nous animer. Je rajouterai à ça la politique des 3 organismes sur la gestion des données de recherche qui a été publiée par les 3 organismes. Donc, ce sont les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherche en sciences humaines. Et en fait, cette nouvelle politique, elle vient demander aux organismes, donc c'est vraiment dont les chercheurs vont appliquer pour des fonds, les 3 conseils, de publier une stratégie institutionnelle en gestion des données de recherche. Donc là, d'ici mars 2023 et d'ici mars 2022. Donc, pour certains projets, les chercheurs vont devoir finalement présenter un plan de gestion des données de recherche. Donc, toutes ces obligations, d'une certaine façon, ces orientations doivent être clarifiées. On doit aider les utilisateurs pour montrer comment bien opérationnaliser ces nouvelles requêtes. Et puis ça demande de l'aide de la part de la communauté, ça demande des expertises multiples que nous pourrions apporter ensemble, puisque finalement, les implications sont très grandes pour les établissements et pour les individus. Je vous ai parlé des stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche. En fait, avec les nouvelles lois, il va falloir publier des politiques de gestion des données tout court, pas seulement des données de recherche. Il y a des nouvelles règles de gouvernance qui vont s'appliquer pour la protection des renseignements de santé, notamment avec le projet de loi 19, donc nouvelles politiques et procédures, des nouveaux rôles et responsabilités. On va devoir nommer de nouvelles personnes, les former, mettre en place des mécanismes de journalisation des accès et des utilisations, des mécanismes de reddition de comptes. Donc, il va falloir mettre au clair finalement quelles sont nos nouvelles responsabilités, des nouvelles pratiques de sensibilisation, de formation pour l'ensemble des professionnels, nous-mêmes, pour développer une culture responsable de l'accès et de l'utilisation des données et des processus en place pour gérer les accès, l'utilisation et la valorisation. C'est un large programme pour les années à venir, des transformations très grandes, mais en même temps très encourageantes. Et on pense que la communauté de pratique peut avoir un rôle central pour plusieurs aspects. Déjà, on va s'informer, on le fait déjà, pour parler des initiatives, nous aligner sur des visions et des objectifs en commun. On peut identifier et partager des bonnes pratiques, ce que des établissements font, par exemple, dans le développement d'une politique de gestion des données, peut-être partagée avec les autres établissements, des procédures sur la cybersécurité, la déidentification des données sensibles. Qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qui peut être partagé ailleurs, puis avoir des retours et rétroactions des établissements. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on imagine. On pourra identifier et partager ces politiques et procédures, mais aussi des pratiques qui peuvent promouvoir l'acceptabilité sociale et citoyenne de l'accès et de l'utilisation des données. Et on veut aussi, avec la communauté, non seulement échanger, mais co-construire des stratégies, des projets ensemble pour favoriser l'utilisation et la valorisation des données. Au service, bien sûr, de l'intérêt public, on parle aussi de l'intérêt général, mais en fait, finalement, c'est de construction ensemble de ce qu'on appelle le bien commun à partir de l'utilisation de ces données. Donc là, je passerai la parole à Yves pour la présentation de la communauté. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous, en fait, pour la communauté, on a choisi une plateforme d'échange en attendant de se voir quelquefois dans des événements en présentiel. Et comme vous le savez tous et toutes, il y a beaucoup de choix pour des plateformes d'échange, Slack, Teams, Discord, etc. Nous, on a choisi Slack pour une raison, parce qu'il est facile à prendre en main, il est gratuit, mais c'est aussi le cas de l'ensemble des applications qui sont présentées ici. Sécuritaire, bon, c'est toujours un peu relatif cette notion de sécurité, mais en tout cas, c'est des plateformes qui sont a priori sécuritaires. On a parlé lors de la dernière du symposium de la TNDR qu'il fallait un outil qui était facile à prendre en main parce qu'on veut qu'un maximum de personnes puissent animer la communauté. Et Slack est sorti, disons que par rapport à Teams, si on compare les deux, comme un outil beaucoup plus facile à utiliser. Tu peux passer à la diapositive suivante. Ça, c'est pour les gens. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont déjà inscrits à 12 groupes Slack, peut-être aucun. Alors, je suis désolé pour les personnes qui sont déjà inscrites à Slack. Je vais juste faire un espèce de tour d'horizon de Slack et de la façon dont tu l'utilises très rapidement. Vous voyez que dans les canaux, quand vous allez vous connecter à Slack via une invitation, on a défini 12 canaux qui couvrent, et là j'ai mis en rouge, a priori, l'ensemble des thématiques de l'accès aux données en santé. Donc ça, c'est les initiateurs, c'est notre équipe qui a fait ça, mais peuvent se rajouter de façon tout à fait dynamique d'autres canaux. D'ailleurs, à la suite de
du dernier symposium de la TNDR, on nous a mentionné qu'un canal serait intéressant sur les données des Premières Nations et des communautés autochtones, qu'on a donc rajouté. Donc, on vous invite vraiment dynamiquement à participer à la communauté. C'est pas écrit dans le marbre, là. C'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez vraiment nous solliciter et créer vos propres canaux. C'est pas de notre communauté. On est initiateur et animateur, on le rappelle. Donc, pour l'instant, on a plus de 100 membres actifs. Visiblement, il y a beaucoup de personnes qui ont participé aujourd'hui à cette réunion. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. Donc, on rappelle que Slack, c'est accessible via un navigateur ou une application, dépendamment de votre utilisation et de votre fréquentation. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. On a quand même de l'espace, chacune et chacun, pour échanger des données, des documents. On a 5 gigaoctets d'espace. Et on a un historique d'à peu près 10 000 messages. Donc ça, c'est dépendamment de l'activité du groupe. Ça peut être une mémoire assez courte. Ce n'est pas très problématique dans notre cas parce que, en fait, on va discuter beaucoup autour de l'actualité. Et si on s'alignait vers une solution payante, ce serait un peu plus de 10 $ par membre et par mois, ce qui présenterait un budget assez conséquent pour gérer cette communauté. Donc, vous avez vu les différents canaux qui sont présents. Vous pouvez choisir, ça c'est important, je vais en reparler après, de vous abonner à ces canaux ou pas, selon vos intérêts. Il y a un canal qui est toujours disponible, c'est le canal général. Je vous invite, la première fois que vous vous connectez, peut-être de faire une petite présentation, de dire qui vous êtes, même si on va avoir un outil qui va permettre de répertorier, on va vous en parler un peu plus tard, l'ensemble des acteurs et actrices de la communauté. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc ça, l'outil, on le sait depuis la pandémie, on est ultra sollicité numériquement parlant. On a le volume d'emails pour la plupart d'entre vous a certainement augmenté, le nombre de notifications a augmenté. Et donc, on ne veut surtout pas que cet outil Slack d'échange de la communauté soit quelque chose de difficile ou d'anxiogène pour vous. Donc, il faut que cet outil soit bien paramétré. Et notamment, donc là, vous voyez cet article du New Yorker où on dit que Slack, c'est le bon outil de travail, mais avec la mauvaise façon de travailler. Il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui ont abandonné Slack parce que les notifications étaient trop fréquentes. C'était devenu un espèce de chat continu, donc très anxiogène pour les gens, donc il faut bien le paramétrer. Ça m'amène à mon point suivant, qui est très facile. Donc, quand vous allez sur Slack, tu peux changer, Cécile. Je vous invite, en haut à droite, vous avez directement votre profil. Et puis, faites immédiatement un espèce de ménage des notifications. Je vous invite, par exemple, à ne pas vous faire notifier tous les nouveaux messages. Vous pouvez mettre aucune notification, puis venir quand vous en avez besoin. Vous pouvez définir les heures de notification, très utile si vous voulez avoir un sommeil réparateur. Et vous pouvez aussi travailler sur les mots-clés. Donc ça, c'est le profil général ou les moments de la semaine où vous allez être sollicité. Ensuite, donc ça, c'est la gestion dans votre profil, la gestion générale. Vous avez aussi une gestion par canal. Vous pouvez choisir de vous abonner ou pas. Vous n'êtes pas abonné par défaut à tous les canaux, vous devez vous abonner. Par exemple, il y a des canaux qui sont très techniques, par exemple IA en santé et valorisation des données. D'ailleurs, il y a une excellente communauté au CHUM IA en santé, je vous invite à les rejoindre. Mais par exemple, c'est un aspect qui est très technique et si vous êtes intéressé plus par l'aspect législatif, je vous invite à probablement pour vous, pour votre bien-être personnel, de ne pas vous abonner à ce canal parce que vous allez recevoir des notifications ou même si vous voyez apparaître, comme vous le voyez ici en gras, vous allez être tenté d'aller regarder et puis d'être sollicité inutilement. Donc ça, bien gérer ces notifications. On ne veut surtout pas vous perdre parce que l'outil est mal paramétré. On veut vous garder parmi nous et on sait que c'est quelque chose de très important en pandémie d'être sollicité au bon moment. Pour la suite, comment vous allez interagir dans Slack? Donc Cécile, tu peux passer à la suivante. Échanger avec toute la communauté, c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on a choisi Slack. Un petit post de Cécile hier soir à 21h50, donc il ne respecte pas les règles de la bonne heure pour poster. Donc, si vous voulez répondre à Cécile, on a tendance à répondre en bas, là, vous voyez, envoyer un message. Et ça, si vous envoyez un message, vous créez un nouveau post. Donc, ça va comme fragmenter l'information. Donc, si vous voulez répondre à Cécile, vous allez répondre en haut à droite, vous avez un message, vous avez des emojis, etc. Donc, il faut répondre dans ce canal-là pour condenser l'information au même endroit. C'est une erreur que tout le monde fait. Je pense que ce n'est pas inutile de rappeler, et moi le premier. Vous pouvez donc échanger avec toute la communauté. Donc, ça va apparaître à tout le monde si vous êtes abonné dans ce canal-là. Tu peux passer à la suivante, Cécile, s'il te plaît. Et vous pouvez aussi échanger avec une partie de la communauté. Puis ça, il faut bien garder en tête que ça ne va pas apparaître aux autres. Vous pouvez créer des groupes.
Là, par exemple, j'ai essayé de créer un groupe avec Cécile, Kedija et Pascal, donc toutes mes collègues, pour discuter ensemble. Ça, c'est très important et c'est des messages qui ne vont pas apparaître au reste de la communauté. Donc, sentez-vous libre de discuter avec les personnes de la communauté. C'est aussi pour ça que cette communauté est faite. Et je pense... Ah non, alors maintenant, la suite, c'est le lien. Donc, pour rejoindre la communauté, vous avez simplement à cliquer sur ce lien-là. Vous pouvez également inviter des personnes. Ça, c'est important. Donc, des personnes, comme on l'a dit lors du dernier symposium de la TNDR, toutes les personnes sensibilisées par le sujet sont les bienvenues. J'ai également fait une vidéo à peu près d'une dizaine de minutes. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont complètement novices. J'ai fait cette vidéo-là sur exactement cet espace Slack pour vous expliquer un peu plus en détail ce que je viens d'expliquer précédemment, les notifications, comment entrer dans Slack, comment publier des messages. Donc, ça va permettre à des personnes qui ne sont pas sensibilisées à cet outil-là, en quelques minutes, de pouvoir prendre en main très facilement l'outil. Et je vais passer la parole à Cécile, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Il me semble qu'il y a une main levée. Donc, je ne sais pas si on voudrait prendre maintenant... Attendez. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais si je vous inviterai, si vous le voulez, à poser votre question dans le chat. Et puis, par la suite, moi, je pourrais activer les micros. Ah, j'ai quand même Michel. Donc, je vous ai activé le micro, Michel, si vous voulez parler. Non. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je m'excuse. Oui, parfait. Il y avait une erreur, donc ce n'était pas volontaire. Okay. Donc, continuons. Mais moi, je laisserai la parole à Kedija pour présenter les activités qu'on proposerait pour la communauté. Merci, Kedija. Merci, Cécile. Bonjour tout le monde. Donc, comme l'avait mentionné Cécile dans les slides d'avant, l'un des buts de la communauté est le partage et la co-construction entre les membres. Donc, c'est dans ce sens que vont principalement les activités se faire, et notamment, on va avoir des échanges de nouvelles et d'avis autour de différents thèmes liés à l'accès aux données, l'organisation des événements aussi, ou l'initiation et le lancement de projets par les membres de la communauté. Donc, ce sont les principales activités qu'on a identifiées, mais il pourrait y avoir bien d'autres. Donc, parlons d'événements. Je pense qu'on peut passer la slide, Cécile. Donc déjà, l'AFRQS, CHUM et l'Université de Montréal peuvent offrir du soutien logistique à travers les membres initiateurs aux différents organisateurs et collaborateurs pour organiser des événements. Donc, on peut avoir plusieurs types d'événements. On a ici quelques exemples, comme organiser des panels et présentations par des experts ou faire des présentations de la recherche étudiante. Donc, aussi organiser des réunions d'information sur les impacts des lois, et donc en plus des rencontres annuelles entre les membres de la communauté. Donc ça, c'est des exemples d'événements qu'on peut imaginer dans la communauté. On peut avoir aussi des projets. Donc là, nous avons aussi quelques exemples de projets collaboratifs au sein de la communauté. Donc le premier concerne les stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche, et qui vise, lui, à travailler ensemble sur des principes directeurs pour bâtir des stratégies robustes et cohérentes. Et le deuxième, qui est un groupe de travail AFRQS-TNDR sur l'acceptabilité sociale et l'utilisation des données, qui vise à recenser des outils et méthodes pour favoriser la consultation et participation citoyenne dans les projets. Et donc, dans le but de faciliter l'échange et l'organisation des projets collaboratifs, nous souhaitons établir un registre des expertises des membres de la communauté. Donc, nous mettons à votre disposition dans le chat un court formulaire à remplir pour les personnes qui souhaitent apparaître dans ce registre des expertises. Donc, ça va faciliter l'identification des bons collaborateurs selon les thèmes et les expertises qui seront énoncés. Donc, voilà un tour des événements et des projets qu'on pourrait imaginer dans la communauté, mais c'est ouvert à d'autres propositions, bien évidemment, par les membres. Donc, voilà, je passe la parole à Cécile.
Merci déjà. Donc, ce sont des idées. On attendra vos suggestions et puis propositions, peut-être à travers la communauté de projets que vous voulez co-créer. Ici, il y a des départs de projets. C'est sûr que c'est facilitant de pouvoir mobiliser des expertises ou lorsque vous avez un événement et qu'il vous manque, par exemple, un expert dans un certain domaine, le but du registre sera vraiment de pouvoir vous aider à identifier quelqu'un qui soit en stockage, conservation, une expertise légale, etc. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce registre. Et finalement, on voulait aborder la question de l'animation parce que, comme on vous l'a dit, on souhaite être des initiateurs, les lanceurs de la communauté de pratique, mais qu'elle puisse vivre vraiment à travers les institutions, mais aussi les régions du Québec. Donc, on y ait plus de représentativité aussi des problématiques, par exemple, d'accès aux données en région. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous semble extrêmement pertinent pour penser, par exemple, à favoriser l'accès à distance pour les organismes publics. On sait que c'est une problématique que rencontrent beaucoup de chercheurs qui sont loin des centres urbains. Donc, tous ces questionnements vont pouvoir enrichir nos actions, nos interrogations, réflexions, quand on pourra avoir des personnes avec finalement des domaines différents de recherche ou d'action, mais aussi de la localisation. Donc, j'invite vraiment à même partager, si vous voulez, ces liens d'invitation de la communauté à travers votre réseau. Je pense que ça sera extrêmement porteur. Alors, ce qu'on voulait aborder finalement dans cette présentation, avant de pouvoir discuter avec vous et de répondre à des questions, c'est la question de l'animation. Donc, on a lancé quand même la communauté Slack il y a quelques semaines pour tester la manière dont ça pouvait fonctionner, combien de temps ça pouvait prendre à certaines personnes, nous pour commencer, pour parler, échanger sur les canaux. Puis, on est venu avec une proposition qu'on voudrait vous soumettre. Ça serait d'avoir des animateurs par par canal. Donc, ce que vous présentez, Yves, c'est-à-dire cadre éthique et légal, données autochtones, communauté. On a aussi stockage, IA, etc. Donc, on aurait comme des porteurs pour chaque canal, personnes qui n'auraient pas toute la responsabilité de l'organisation, mais qui se proposeraient de les animer avec une expertise particulière. Ces personnes-là, donc pas une personne seule, de préférence au moins deux, mais plus si nécessaire et si désiré, qui pourraient organiser les échanges, s'engager à publier 1 à 2 fois par semaine pour faire vivre la discussion, mais aussi proposer par exemple des questionnements en lien avec ses propres recherches. Je pense par exemple à Kaina Bensadi qui nous a contactés pour dire « Ah, je voudrais vraiment faire vivre un canal données autochtones. Je trouve que c'est très pertinent et même en lien avec mes recherches et mes intérêts. » Donc, c'est là qu'on l'a lancé. Donc, cette personne-là anime et peut aussi proposer, par exemple, des événements, ses propres événements aussi à travers d'autres organisations, des projets en commun collaboratifs, lancer une idée, recevoir des avis. Donc, c'est la manière dont on le verrait. Dans le formulaire dont vous a parlé Khadija, la dernière question vous demande, et c'est vraiment facultatif, quel serait votre degré d'implication. Donc là, vous pouvez nous dire si vous souhaitez plutôt juste pouvoir lire les annonces, il n'y a aucun problème, échanger, participer, ou vraiment devenir un animateur ou une animatrice d'un canal. Donc, merci de répondre à ce questionnaire, ça va beaucoup nous aider. Et ce que j'ai stipulé au début, c'est que si vous remplissez ce registre, vous vous engagez à ce que vos données soient partagées avec les membres de la communauté. C'est d'une certaine façon parce que si nous gardons le registre pour nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas beaucoup de valeur ajoutée pour la communauté, alors que si vous souhaitez, vous acceptez de le partager avec le reste des membres, c'est sûr qu'on va pouvoir partager votre expertise avec d'autres personnes. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, alors nous vous invitons à ne pas remplir le questionnaire, mais je voulais au moins avoir la bonne pratique d'un consentement éclairé et informé sur cette question, parce qu'on est une communauté quand même d'utilisation responsable des données. Et ça commence par nous-mêmes. Donc voilà, j'irai tout de suite avec vos questions, puis j'arrêterai le partage d'écran pour savoir si déjà il y en a eu dans le chat, le clavardage. Est-ce que Pascal, déjà vous avez vu passer des questionnements ici que vous souhaiteriez rapporter pour qu'on puisse répondre? Essentiellement, c'est le questionnement pour le choix de la plateforme Slack. Donc, il est question qu'il y a une limite de messages qu'on peut conserver. Effectivement, on est conscient de ça. Slack avait une facilité d'utilisation, donc on a été vers ce choix-là. C'est connu par beaucoup de gens. Et aussi, on est conscient que les messages ne vont pas rester
éternellement. Par contre, les projets qui vont émaner des échanges sur Slack, c'est ça qui va être important de conserver. Donc, on va utiliser une autre plateforme vraiment pour démarrer les projets, échanger tout ça, créer de la documentation. Slack, c'est vraiment pour créer le dynamique dans la communauté de pratique. C'est vrai que pour compléter, au moment où les projets collaboratifs se mettront en place, on peut utiliser des plateformes pour recueillir la documentation autour du projet dans un Google Drive qu'on peut mettre à disposition des membres de la communauté. Donc, pour stocker tout ce qui pourrait être beaucoup plus lourd et qu'on voudrait garder pour le long terme, pour la pérennité du projet. Donc, il va falloir le compléter, c'est sûr, par d'autres infrastructures. Il y avait aussi une question en lien avec... donc, il y a des suggestions d'autres plateformes. Et l'UDM autorise Google Drive, demande-t-on. Donc là, je me tournerai vers mes collègues de l'UDM. Est-ce que tu veux y aller, Yves? Non, vas-y. J'apporterai un complément après. OK. D'après moi, Google Drive, on va l'utiliser pour de la documentation. Pour les projets, si éventuellement il y a des choses confidentielles, je pense que ça va être à chacun de gérer le risque d'utilisation de Google Drive. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter, Yves. Non, je sais qu'il y a eu des problèmes de sécurité d'inclure des liens Google Drive dans Slack, donc il faudra quand même faire attention à cet aspect-là. Je n'ai pas le détail technique de ça, mais j'ai lu des choses cette semaine là-dessus, donc effectivement, c'est une bonne question à prendre en considération. On nous dit aussi de ne pas multiplier les plateformes. C'est jamais une bonne idée. Et sur la plateforme Mattermost, là, j'ai vu que Yves t'a répondu, mais si tu veux l'exprimer, moi j'ai du mal un peu à suivre les échanges, là, c'est rapide. Non, mais le choix d'une plateforme, c'est toujours, il y a toujours 10 000 informations différentes. C'est sûr que Slack, il y a beaucoup déjà d'utilisateurs. Puis on est d'accord avec Mattermost, là, dans les 5 que j'ai présentées, c'est probablement celle qui présente, qui est la plus intéressante en termes de code source on peut l'installer en local, on n'a pas de limite de messages. Après, il y a quand même une dimension dans une communauté. Il faut quand même des outils qui soient un peu plus connus. C'est sûr que Slack est plus connu et déjà utilisé par une partie des gens. Donc, ça permet à ces gens-là de se rallier facilement. Ça ne veut pas dire aussi qu'on restera sur Slack. Peut-être qu'à un moment, effectivement, on pourra migrer vers Mattermost au besoin. Mais il y a toujours une dimension un peu historique. On a fait un choix et puis après, on s'arrange avec ce choix-là. Mais je suis d'accord qu'il y a des solutions alternatives. Je vois aussi une suggestion d'héberger certains documents de nature publique et non confidentielle sur le site internet de la table nationale du directeur de la charge. Je peux le faire aussi. C'est sûr qu'on pourrait les héberger. Mais alors là, ça va vraiment faire une division assez grande. L'avantage peut-être d'un Google Drive, c'est qu'il peut être connecté au Slack. Donc, on peut faire des liens plus faciles pour pouvoir héberger les documents. Ce n'est pas vraiment le même type d'interopérabilité qu'on pourrait le faire avec un site internet. Tinder et les WordPress, donc ce sera plus simple. C'est vrai que Slack, là, on est parti sur une décision. Et puis, c'est vrai que si on envoie les limites, on pourra toujours migrer. Pour l'instant, les gens arrivent à se joindre assez rapidement. En termes de littératie numérique, et c'est important aussi, c'est assez accessible et facile d'utilisation. Donc, c'est vrai que ça pourrait paraître un choix un petit peu arbitraire, mais en fait, il est réversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tous embarqués dans un lieu, si on voit des limites et qu'on décide ensemble de changer, il n'y aura pas de problème, on pourra le faire. Sinon, sur la question plutôt des événements, des projets de la participation, moi, je serais intéressée de vous écouter. Ah, il y a une question ici. Donc, j'aimerais savoir si la communauté s'est dotée d'un document sur les règles, normes et enjeux éthiques. On est vraiment au début. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de créer justement avec la communauté. Exactement. Donc ça peut être une proposition de co-création ensemble. En fait, ça serait le guide des principes directeurs de notre communauté, à la fois son mode de fonctionnement, peut-être sa gouvernance, ses principes,
des choses qu'on ne peut pas faire, qui ne sont pas autorisées selon nos valeurs, etc. Donc ça pourrait être une prochaine étape. Et d'ailleurs, si des gens, on pourra le proposer dans Général, vous savez, le canal auquel tout le monde est abonné quand on se joint. Si on peut organiser comme un petit groupe qui serait responsable de la rédaction de exactement, Louise, de la mission, les valeurs, les objectifs de la communauté, puis on pourrait le proposer pour approbation. Moi, ça me semble une très, très bonne idée. Je vais contacter pour obtenir les conseils sur une banque de données intéressante. Très bien. Donc, en fait, c'est exactement ça. Le but de la communauté, c'est que vous puissiez, dans Général, soumettre vos questionnements pour avoir de l'aide. Il y a déjà eu des questionnements qui ont été soumis sur l'accès aux données, par exemple, oncologiques au Québec. Donc sur les trajectoires des patients qui sont atteints du cancer. Et puis, des réponses peuvent être apportées. Des membres de la communauté sont bien orientés sur les expertises. Donc, je vous encourage, notamment sur les questionnements en lien avec l'accès, les processus d'accès aux des données des organismes publics, établissements de santé et autres. Les questions peuvent vraiment venir par les expériences de recherche que telle ou telle personne peut avoir. Donc, c'est le lieu où ça peut aller plus rapidement pour des questions-réponses. Je pense qu'on a une main levée aussi de Stéphanie Ahmed. Oui, je peux activer la voix. Stéphanie, on vous entend si vous le souhaitez parler. Oui, on m'entend? OK. Très bien. C'est juste une question parce que je fais partie d'une autre communauté de pratique, puis là, je suis comme pas sûre de comprendre le fonctionnement. C'est est-ce qu'on va être obligé à participer à des réunions plusieurs fois par année ou être impliqué dans les communautés ou on peut juste vraiment juste consulter les canaux pour aller chercher de l'information? Je sais pas si. Je pense que chacun va vraiment donner l'énergie qu'il peut donner, en fait. Ça va dépendre de votre occupation, de votre niveau de participation, de vos connaissances. C'est vraiment, c'est volontaire, en fait. Toute participation est volontaire. Donc, on remercie d'ailleurs tout le monde qui est vraiment très actif. Il y a déjà une bonne dynamique sur Slack. Puis, on veut bouger de Slack vers la création de projets, comme on disait. Puis, les gens qui vont pouvoir le faire, puis même si vous pouvez juste participer de manière minime à un projet, c'est déjà bien, je crois. Merci. Alors, il y a une autre question qui est plus peut-être pour moi, qui est sur l'interopérabilité entre cette communauté de pratique et celle de la TNDR. Alors, il y a plusieurs communautés de la TNDR. Il me semble qu'il y a aussi une communauté de pratique sur les contrats de recherche, une autre. Je sais qu'il y a eu un mouvement vers SharePoint. Il n'y a pas d'interopérabilité technique là, entre SharePoint et où est-ce que vous avez partagé des documents, vous organisez les échanges. Je suis aussi membre et celle-ci sur Slack. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de membres qui participent aux deux. Donc, ça peut sembler peut-être un peu lourd d'être dans plusieurs communautés, mais ce qu'on a fait, par exemple, avec la communauté de pratique IA en santé qui est au CHUM, c'est qu'on sait qu'on s'échange, par exemple, des choses en lien. On a un sous-canal IA en santé dans notre propre communauté de pratique ici. Et puis, on sait que quand il y a un événement de l'autre communauté de pratique, on la relaie dans la nôtre parce que c'est un intérêt, mais on peut peut-être organiser ce type d'échange. Donc, moi, je serais ravie de continuer, par exemple, la discussion avec les promoteurs des communautés de pratique TNDR pour trouver un moyen qu'on puisse créer ce canal de diffusion. C'est sûr qu'il y a des intérêts en commun. Nous, on s'invite, en fait, on invite quand même les membres qui sont intéressés à se rejoindre. Donc, si vous voulez le faire de cette façon-là, ça sera avec plaisir. Il y a aussi Denis Chenevert qui nous donne des recommandations pour le succès de la communauté de pratique. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez mis. Puis d'ailleurs, si vous voulez rentrer en contact avec nous, ce serait, je trouve que ce serait vraiment génial d'échanger là-dessus pour animer puis rendre vraiment la communauté dynamique. Exactement. Je pense que l'idée de faire un appel pour pouvoir rédiger la première mouture là, des règles de gouvernance et nos missions, valeurs, ça serait vraiment intéressant. On le fera dans les prochains jours, c'est sûr. Et puis, je ne sais pas si vous avez aussi des questionnements en lien avec les événements que vous voudriez organiser. Nous, on le voyait à deux niveaux. On peut faire des événements ad hoc de la communauté. Donc, on vous le disait, des présentations d'experts
qu'on connaît, la présentation des bonnes pratiques d'un établissement. Vous avez mis en place une certaine politique intéressante, une procédure intéressante, un consentement général à la recherche, et puis vous sentez que c'est innovant et que ça pourrait être diffusé, mais vous trouvez que vous n'avez pas assez de soutien, par exemple, pour organiser de façon logistique cet événement, cette présentation, mais c'est là qu'on pourrait venir pour vous aider à travers un prêt d'un espace Zoom. On peut relayer l'invitation, faire par exemple tout ce qui est communication visuelle autour de l'événement. On propose ce type d'aide pour la communauté. Et en parallèle, nous, c'est sûr qu'on a comme un plan d'action. Donc, on voudrait organiser des webinaires sur les impacts des projets de loi qui ont été déposés sur les renseignements de santé. On va le faire. On veut organiser aussi des webinaires sur les stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche en montrant les processus d'établissement des stratégies par des établissements pour obtenir des rétroactions du réseau. Donc ça, on l'a en ligne de mire. On veut organiser une rencontre annuelle des membres. On vous l'a dit. Parce que, bien sûr, le présentiel serait l'idéal, mais vous savez que dans les conditions actuelles, c'est difficile, voire je dirais presque impossible à court terme. Mais on souhaiterait qu'il y ait comme un rendez-vous annuel, comme les grandes communautés de pratique peuvent en avoir, avec par exemple des tables de réflexion autour des grandes lignes directrices et thèmes qu'on avait établis dans la communauté. Mais l'appel vraiment, c'est que si vous avez une idée d'événement, n'hésitez pas à publier en général pour que ça puisse quand même qu'on puisse venir en soutien et qu'on vienne alimenter par des lieux où on puisse se retrouver. Donc, on a un modèle qui fonctionne très bien, c'est la communauté IA en santé du CHUM, qui a organisé des événements même en présentiel, un moment de l'intelligence artificielle le midi dernièrement, et des présentations d'experts. Il y a plusieurs membres de cette communauté qui sont membres ici, qui nous ont donné des bonnes pratiques. Mais je veux dire que c'est ouvert. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Et l'autre point, c'est les projets collaboratifs. Et là, on voudrait avoir vos suggestions parce que c'est difficile de mettre en place des projets à distance entre des gens qui ne se connaissent pas. Et puis, comme vous le savez, on ne se voit pas de visu. Hein. Pour tout vous dire, entre moi-même et les membres de l'équipe de soutien de consortium de santé numérique, nous ne sommes jamais rencontrés physiquement. Donc, c'est pour ça qu'on sait à quel point la collaboration peut être difficile à distance, mais en même temps, on pense que cette communauté peut permettre de réunir des expertises autour de projets. Donc, nous, on a mis en place un projet acceptabilité sociale pour travailler à distance sur des outils, des méthodes pour favoriser l'information et la participation citoyenne. Mais on pense qu'on vous pouvez mettre en place de nouveaux projets, bâtir des pierres, etc. Entre vous. Et si la communauté peut aider, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas aussi à partager. Je ne sais pas ce que vous voudriez complémenter, Pascal, Yves, Khadija, n'hésitez pas en attendant qu'on reçoive d'autres questions. Je pense aussi qu'on veut encourager les petites équipes. Donc, si vous avez des problèmes, pas des problèmes, mais des défis de structuration de données, gestion de données, des choses comme ça qui sont plus liées à peut-être des petites équipes dans les grandes institutions, on veut les inclure aussi. Donc, c'est toujours en lien avec la gestion des données. Alors, on a une question. Quel type d'événement proposez-vous? Des études de cas, par exemple. J'imagine qu'il faudrait qu'on construise ces événements avec les membres. Pascal, je te laisse répondre. Je pense que c'est une bonne idée, une étude de cas. Il faudrait voir c'est quelles suggestions. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez quelque chose en tête. Mais oui, effectivement, la communauté, on veut qu'elle vive d'elle-même. Donc, on veut vous aider quand vous avez des projets à les co-construire avec d'autres membres de la communauté. Donc, on veut faciliter les échanges. Puis, on est là aussi en soutien. Donc, comme Cécile disait, notre équipe au consortium, on a différentes spécialités au niveau de notre formation. Puis, on est là en soutien à l'écosystème UDM, mais on peut aller au-delà. Oui, effectivement. S'il y a une étude de cas qu'on pourrait présenter, si vous avez une idée plus précise, peut-être on pourrait se pencher là-dessus, je crois. On a une autre question. Êtes-vous intéressé à échanger avec Calcul Québec pour la gestion des infrastructures du groupe de pratique? Donc, ça serait pour une migration de notre communauté en utilisant, par exemple, les serveurs Calcul Québec. Bon, ça, on pourrait en discuter, Marie-Jean. Si vous voulez
on pourra en discuter, je pense, entre nous pour voir les modalités que vous pourriez proposer et on pourra après partager la proposition avec la communauté. Parce que je ne sais pas si on a besoin de tant d'espace de calcul pour nos échanges à nous. Par contre, s'il y a des projets où là, je parle des projets de valorisation, d'utilisation des données, ça peut être intéressant d'avoir un beau partenariat avec Calcul Québec pour offrir justement des infrastructures de stockage et de calcul. Donc, merci de la proposition. Moi, je serais très intéressée qu'on continue dans la discussion là, sur votre proposition. J'ai une autre question, intervention de Philippe. Oui, c'est ça, j'ai lu. Il suggère plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Donc, partager les bonnes pratiques pour la gestion et la bonification des données. Et il rajoute tout ce qui touche à la curation des données en santé. Je pense effectivement que c'est des thèmes qu'on veut toucher aussi dans la communauté. Je pense qu'il y a un canal, organisation, structuration des données. Puis c'est là, justement, Philippe, qu'on voyait toute la partie en lien avec l'ingénierie des données, donc la préparation des bases, l'établissement, par exemple, de lacs ou d'entrepôts dans les établissements ou ailleurs. Je pense que c'est là aussi que, d'ailleurs, je tends la main, si vous souhaitez animer ce type de ce canal qui demande une expertise quand même assez pointue pour mettre le doigt sur les problématiques actuelles et les outils les plus à la pointe. Je pense que ça serait intéressant aussi de réunir des expertises autour de tout ce qui est curation de données, ingénierie, ce qui est en amont de la valorisation. Donc, moi, je tends cette perche justement pour recevoir du soutien, pour animer ce canal important. Pour compléter, effectivement, ce serait très intéressant d'avoir un peu une présentation de ce qui se fait à Calcul Québec et Calcul Canada. Il y a beaucoup de chercheurs autour de l'UDEM, dans l'écosystème de l'UDEM, qui ignorent qu'ils ont accès à ces plateformes-là, qui demandent quand même une littératie assez importante. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir effectivement un point de vue puis une présentation de ça, parce que c'est des ressources qui sont très précieuses et qui sont effectivement probablement peu utilisées et peu connues des chercheurs, des chercheuses. Merci beaucoup. Donc, il y a Valérie qui propose aussi d'avoir dans la communauté des personnes en lien avec ceux qui travaillent dans les banques. Alors, Carthagène, on a la présence d'Alexandra Obadia. Pour les autres banques, je serais vraiment ravie. Je ne sais pas dans quelle mesure, Valérie, vous seriez en mesure de communiquer l'invitation, mais nous, c'est vrai que par la suite, on peut faire le lien. Donc, vous-même, là, qui allez vous joindre, n'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'une personne est assez clé en termes de gestion de données ou d'une banque, que ce soit biobanque ou une banque des données de recherche. Je pense qu'il faut au moins faire l'invitation pour pouvoir enrichir un peu nos discussions. Et il y a une bonne suggestion de Luc Chiquan qui dit que ce serait intéressant que les participants aient indiqué dans cela quel titre ils participent à la communauté. C'est vrai, c'est pour mettre un petit peu son affiliation. C'est sûr que ça facilitera le registre d'une certaine façon, que tout le monde pourra voir à quelle organisation vous êtes affilié, etc. Même mettre une petite photo pour rendre ça plus aiguillant. Mais sinon, c'est vrai que l'affiliation institutionnelle, ça serait une grosse valeur ajoutée là, dans Slack. On a beaucoup de spécialistes en ingénierie des données. Là, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, François Pelletier. Et on a des coordinatrices de banque. Bon, je pense que là, on va pouvoir commencer un partage des pratiques. Et puis, ça me donne aussi des bonnes suggestions pour des prochains événements. Si vous souhaitez présenter le fonctionnement de votre banque, la manière dont vous gérez les accès, pour pouvoir inspirer des personnes qui veulent mettre en place de nouvelles banques, aussi de donner. Je sais que souvent, je reçois des demandes en tant que coordinatrice de l'initiative Accès aux données de la TNDR sur, voilà, j'ai besoin de mettre en place une nouvelle banque de données, quelles seraient les bonnes pratiques, pouvez-vous vous mettre en communication avec des personnes qui en gèrent déjà. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de demandes dans le réseau. Donc n'hésitez pas, quand vous vous joignez à la communauté en général, de présenter que vous êtes le coordinateur, la coordinatrice d'une certaine banque, base de données, et même nous suggérer si un jour vous voulez faire une présentation même express, un matin, un midi, de votre banque de données, on pourra vous aider dans la communication. La présentation, Aboubacar, est enregistrée, elle le sera sur le cloud et je vous partagerai par la suite dans la communauté le lien avec le code secret pour visionner la présentation et le partager avec vos collaborateurs quand vous voulez. Ça sera vraiment prêt très, très rapidement aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questionnements? Je ne sais pas si vous les voyez.
Mais il me semble qu'on fait pas mal le tour. Donc, je ne sais pas si on voudrait partager, oui, le PowerPoint aussi. Alors là, le PowerPoint, je vais le mettre en ligne sous forme de PDF sur le site internet de la TNDR, en effet. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le lien ne fonctionnait pas pour se joindre à la communauté. Je vais tout corriger, il n'y a aucun problème. Et je vais aussi mettre le PDF et je vous mettrai le lien dans la communauté de pratique. Donc, vous aurez tout ça pour vous en ligne, puis ça va rester, bien sûr. Parfait. Écoutez, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Nous, on est ouverts sans limite de temps pour répondre. Mais c'est sûr que pour aujourd'hui, c'est jusqu'à 9h. Mais avec plaisir, n'hésitez pas, même si vous voulez prendre la parole. Même, on peut vous ouvrir le micro. Donc, merci pour vos bons messages. En effet, on trouve que c'est une belle initiative, mais elle ne vivra que grâce à votre aide. On tient à le souligner. On a tous nos limitations personnelles en termes de temps et d'investissement, même si chaque jour, dès qu'on a une bonne idée, on veut à la fois tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, on le met aussi sur la communauté quand on pense que c'est pertinent. On aime répondre aux questions, on est quand même très, très, très enthousiaste. Et puis le fait que vous soyez joints nous a quand même donné beaucoup de courage d'animation. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'aide et donc on tend vraiment la main pour devenir animateur, animatrice de canal. N'hésitez pas à proposer. Parfait. Je vous passerai la parole à mes collègues pour finir, avant de clore. J'ai beaucoup aimé, en fait, voir toutes les suggestions et les discussions qui sont dans le chat. Puis j'aimerais qu'on le déplace vers le Slack ou même vous pouvez nous contacter par courriel. Puis on peut peut-être se relancer sur toutes ces belles idées-là qu'on reçoit. Merci beaucoup pour les suggestions. Oui, je trouve ça très encourageant, tous les échanges qui se passent dans le chat, effectivement. Donc, si on pouvait avoir toutes ces informations, ces avis, ça serait vraiment génial. Ça serait l'occasion d'initier tout le monde et de se présenter et de commencer d'entamer les collaborations. Je pense. Et merci beaucoup d'être présent. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à mes collègues, mais en tout cas, merci d'être venu, d'avoir qu'il y ait autant de dynamique. Puis j'espère que ça se poursuivra sur les plateformes et en présentiel quand la pandémie nous permettra de nous rencontrer directement. Merci à tous et puis merci moi je veux porter un message aussi personnel. Merci à l'équipe de soutien du consortium en santé numérique. Faut dire que cette communauté pratique, on l'avait dans la tête et dans le cœur depuis plusieurs mois, mais c'est vraiment grâce à vous et à Camran, donc qui est en congé paternité, qui va vous rejoindre bientôt, que cette communauté existe. Je tiens à le dire à tous les membres ici présents. Ça n'aurait pas pu être de cette manière et même exister là sans vous, donc merci. Donc, on va clore le lancement d'aujourd'hui et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et à la prochaine en virtuel sur la communauté. Au revoir.